Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Commémoration de la Journée internationale de la protection civile ce lundi 1er mars 2021. Le thème retenu cette année est « Une forte protection civile pour préserver l'économie nationale ». Vous vivrez les temps forts de cette cérémonie d'ouverture avec notre équipe de reportage sur place. Également dans cette édition, les enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales ont débuté une grève la semaine dernière pour cause le retard sur le paiement de leur salaire. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage s'est entretenue avec le secrétaire général du syndicat des agents des collectivités territoriales. Et enfin, les syndicats de la santé ont entamé ce lundi une grève de 10 jours sur l'ensemble du territoire national. Notre équipe de reportage a fait un tour au CHU Gabriel Touré. Pour le constat, nous y reviendrons. Voilà pour le sommaire. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Je le disais à l'instant, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce lundi 1er mars la journée de la protection civile sous la présidence du colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition, accompagné du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Cette cérémonie commémorative a été l'occasion pour le directeur général de la protection civile de rappeler à l'assistance les missions qui sont assignées aux soldats du feu. Un reportage signé Madina Traoré et Djakarija Dambélé. C'est sous les rythmes de la musique de la fanfare de la garde nationale que les ministres de la Sécurité et de la Protection civile et le colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition, ont fait leur entrée dans la cour de la 2e compagnie des sapeurs-pompiers de Sogoninko pour la commémoration de la Journée internationale de la protection civile. Avec comme devise « Sauver ou périr », cette année, elle est célébrée dans un contexte très particulier avec la pandémie à coronavirus. En présence des amis et partenaires du Mali, le thème retenu cette année est « Une forte protection civile pour préserver l'économie nationale ». Le 1er mars de chaque année, sous l'égide de l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC, dont le Mali est membre depuis les premières heures de la création de cette institution. En instaurant cette journée, l'Organisation internationale de la protection civile vise non seulement à rendre un vibrant hommage à tous les services qui concourent aux missions de protection dans le monde, mais également à rappeler aux services de protection civile leur mission de protection de la vie, de préservation des biens et de sauvegarde de l'environnement. Fondée en 1931, ce qui fait d'elle l'une des plus anciennes organisations internationales au monde, l'Organisation internationale de la protection civile est devenue, à partir du 1er mars 1972, une organisation intergouvernementale consacrée à la protection des populations, des biens et de l'environnement contre les catastrophes d'origine naturelle ou causées par l'homme. Le thème retenu cette année est, je cite, « Une forte protection civile pour préserver l'économie nationale ». Excellence, Monsieur le vice-président de la transition, distingués invités, mesdames et messieurs, notre pays, le Mali, est pleinement en phase avec ce thème qui s'accommode bien avec la priorité numéro 3 du cadre d'action de santé 2015-2030 qui dispose, je cite, « Investir dans la réduction des risques de catastrophes aux fins de la résilience ». Autrement dit, l'investissement public et privé dans la prévention et la réduction des risques de catastrophes au moyen de mesures structurelles et non structurelles revêt une importance essentielle pour ce qui est de renforcer la résilience économique, sociale, sanitaire et culturelle des personnes, des collectivités, des pays et de leurs biens et de préserver l'environnement. Fin de citation. Ces éléments peuvent contribuer à l'innovation, à la croissance et la création d'emplois. De telles mesures sont économiquement justifiées et capitales pour sauver les vies,
prévenir et réduire les pertes matérielles et garantir un relèvement et une réhabilitation efficace. L'Organisation internationale de la protection civile, à travers ce thème, veut alerter tout un chacun sur les conséquences économiques des catastrophes sur les infrastructures, les outils de production et les acteurs économiques. Il est donc nécessaire de les protéger car les catastrophes n'épargnent aucun secteur. En temps normal, la planification budgétaire est calquée sur les situations ordinaires. Célébré le 1er mars de chaque année, l'occasion a été saisie par le DG, le colonel-major Sédou Doumbia, de revenir sur le travail abattu par ces éléments. Les catastrophes, avec leur impact négatif sur l'économie des pays, rappellent l'impératif de repenser les stratégies nationales en prenant en compte des situations exceptionnelles sous l'angle de la protection civile pour faire de nos communautés des populations résilientes au risque de catastrophes. Pour relever ces défis, les services de protection civile veillent en permanence aux actions de prévention des risques dans les installations industrielles, les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur à travers tout le pays. Ils s'attellent au quotidien, notamment par la vérification périodique des installations techniques pour déceler les manquements à la réglementation, conseiller et former les exploitants et prescrire des recommandations pour éviter la survenue des sinistres ou de réduire au minimum les impacts en cas de sinistre ou catastrophe. Excellences, Monsieur le Vice-président de la Transition, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les plus hautes autorités de notre pays n'ont pas attendu ce thème commémoratif et évocateur de l'OIPC pour amorcer le renforcement du service de protection civile. Monsieur le Vice-président, votre présence à la présente cérémonie, malgré votre agenda très chargé, en est une illustration parfaite. Elle témoigne toute l'importance que vous accordez à la protection des personnes, de leurs biens et à la sauvegarde de l'environnement, mission essentielle de la protection civile. Il en est de même pour Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui, au quotidien, veille à l'exécution correcte de toutes les missions dévolues à la protection civile. Mieux, dès son arrivée à la tête du département, il a instruit d'élaborer un plan de maillage effectif du territoire national par les unités de protection civile et d'exprimer les besoins en moyens devant permettre d'y parvenir. La réalisation des dits besoins exprimés contribuera davantage à renforcer les capacités opérationnelles de la protection civile. En outre, Excellences, Monsieur le Vice-président, d'ici quelques minutes, vous allez procéder à la pose de la première pierre de la nouvelle École nationale de protection civile. Par cet acte, vous réitérez la volonté politique clairement affichée des plus hautes autorités de la transition à offrir à la Direction générale de la protection civile un cadre de formation répondant aux standards internationaux et véritable soutien aux unités opérationnelles. À noter que le lancement de la cellule de développement du projet par le vice-président de la transition, la remise des matériels spécialisés par le conseiller de l'ambassade de France au Mali, accompagnée d'une visite guidée, des équipements de la protection civile ont mis fin à la commémoration de la Journée internationale de la protection civile de cette année. Avec le passage de la séquence de sport de la protection civile du Mali, à la tête de cette section. Autre chose à présent, le ministre de l'administration territoriale était interpellé la semaine dernière par les membres du Conseil national de transition. La question centrale de cette séance faisait référence au retard constaté dans le paiement des salaires des enseignants fonctionnaires des collectivités. Malgré cette interpellation du ministre, les enseignants des collectivités territoriales ont maintenu leur mot d'ordre de grève. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage s'est entretenue avec le secrétaire général des agents des collectivités territoriale, Souleymane Traoré, propos recueillis par Seydou Sidibé. Le ministre a été interpellé par nos camarades de l'éducation par rapport au salaire. Et nous avons vu même des documents, il y a des documents même qui sont sortis pour dire que les salaires des enseignants ne doivent pas dépasser les 25 du mois.
Donc nous avons vu ces documents-là. Nous sommes un des maillons au niveau du traitement de ces salaires-là. Ben, ce que je peux dire tout simplement, les enseignants n'ont fait que réclamer leurs droits. Ils ont réclamé leurs droits et le ministre est venu et il a essayé vraiment d'expliquer la chose. Mais à notre niveau, les problèmes dont je viens d'évoquer, les problèmes des salaires, vous pensez qu'un régisseur qui doit traiter les salaires et il doit aller déposer, qui est en difficulté, la mairie même n'arrive pas à payer, comment dirais-je, son salaire à lui-même d'abord, et a fortiori de lui payer, comment dirais-je, les frais de carburant pour aller déposer les mandats des enseignants. Vous pensez vous voyez ce que ça fait? Cela ne doit pas, comment dirais-je, ça ne doit pas être une cause. Mais moi je crois que si vous mettez en condition les maillons qui traitent les salaires des collectivités, des enseignants, des collectivités territoriales, tout le monde est à l'aise. Toi, tu ne peux pas me payer, l'État ne peut pas me payer le travail dont je dois faire et que moi, je traîne les pieds. Il y a certains de nos camarades aussi, vraiment, qui font de mauvaise foi, il faut les reconnaître, qui font de mauvaise foi, et comment dirais-je, en essayant de traîner. Quand tu as ton salaire, tu es payé pour quelque chose, moi, je trouve que ton rôle, ce n'est rien d'autre que d'exécuter ce que tu dois faire ton devoir quotidien. C'est ça. Mais je trouve que quand même, nos enseignants, vraiment, ils réclament leurs droits et le ministre leur a répondu. Mais ce que nous pouvons ajouter, nous aussi, nous ne sommes pas, franchement, qui nous excusent les termes, nous ne sommes pas également des machines ou bien des robots qu'on nous dit tic, il faut faire ça et tac, on fait ça. Nous avons des difficultés à joindre les deux bouts et les collectivités ont des difficultés à payer les salaires et ces gens-là souvent, je ne dis pas que tout est lié à ça, mais ces gens-là souvent ils n'ont pas de salaire. Ils ont même la difficulté de payer, comment dirais-je, le carburant pour aller faire le dépôt des mandats. Certains vont dire que ceux qui sont à Bamako ici, eux, ils vont dire que de la commune de la mairie, comment dirais-je, chez les trésors seulement, et vous ne pouvez pas faire ça. Mais les Maliens ne se limitent pas à Bamako seulement. Il y a certaines de ces collectivités, ils sont à 80 km de leur perception, ou bien de leur trésor. Vous pensez que ces derniers-là, souvent, ils ont les moyens d'aller déposer les mandats des enseignants? Ce n'est pas les enseignants seulement. Tous les salaires qui passent de notre niveau, ils sont tous touchés par ces problèmes-là souvent. Donc, c'est ça un peu. J'aimerais évoquer un cas. Franchement, au niveau des collectivités, au niveau de la décentralisation, le Mali est en avance en matière des textes, au niveau de la décentralisation. Mais la mise en œuvre fait défaut. Parce que, dès le départ, on a dit que les transferts de compétences au niveau des collectivités territoriales et les transferts des ressources. Le transfert des compétences a été fait, mais le transfert des ressources manque. Il faut le dire. Les transferts des ressources manquent réellement. Donc, il faut reconnaître ça. Et je dis également aux enseignants que nous sommes les mêmes fonctionnaires, donc qu'ils nous comprennent également. S'ils ont ces difficultés-là, souvent, les problèmes se situent à notre niveau. Qu'ils essayent de nous interpeller, de faire une collaboration franche, parce que nous, notre syndicat, nous avons des remembrements partout. Qu'on essaye de faire une collaboration entre camarades et peut-être on va se comprendre. Et mieux vaut ça que, de se voir en chien de faïence. Ça ne résout pas les problèmes. Le ministre donne, un ultimatum. Si le ministre nous donne un ultimatum, il faut avant le 25 de chaque mois que les salaires soient faits. Si le ministre également ne satisfait pas, nos doléances de prise en charge des salaires, ça deviendrait un autre problème. Donc, il faudrait que nous nous donnions la main et que nous continuions ensemble pour, relever ces pays-là qui est vraiment, qui n'est pas de notre souhait.
Donc ces pays, ça nous appartient tous et ça nous tient à cœur tous. Mais il faudrait qu'on essaie de se comprendre entre nous, fils de la même nation, pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que la nation, c'est pour nous tous. Et également, nous devrons fournir les efforts pour essayer de rehausser ces pays-là pour que tout le monde en parle. Et pour clôturer cette édition, nous allons parler de la grève de 240 heures, soit de 10 jours du personnel sanitaire qui a débuté ce lundi 1er mars pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de sécurité. La grève est bel et bien effective, notamment au CHU Gabriel Touré où notre équipe de reportage s'est rendue. Seul le service minimum est assuré pour les urgences. Un reportage de Madina Traoré et Roger Kanouté. Ils sont ceux qui se sacrifient pour donner le sourire aux patients et accompagnateurs. C'est également eux qui passent des nuits blanches pour atténuer la souffrance des malades. Et pourtant, ils ne demandent qu'un minimum à l'État pour une meilleure prise en charge, un plateau technique digne de ces noms, une sécurité. Conséquence, selon eux, de la négligence des autorités, les CHU et hôpitaux de Bamako et Kati ont débuté ce lundi 1er mars une grève de 10 jours. La grève, elle est effective à Gabriel Touré parce que c'est tous les syndicats quand même du CHU Gabriel Touré qui sont signataires de ce préavis. Donc elle est suivie ici. En tout cas, nous sommes satisfaits du déroulement. Nous sommes aussi satisfaits que ceux qui doivent assurer le service minimum soient tous sur place. Des dispositions sont prises pour que ce service minimum vraiment puisse soulager tout ce qui est malade hospitalisé et tous les cas d'urgence qui pourraient être amenés à Gabriel Touré. Pour ce qui concerne l'hôpital du Point G, elle est effective, elle est suivie également, notre satisfaction. Au niveau du CHU de Kati, il y a quelques soucis, elle est partiellement suivie parce que ce n'est pas tous les syndicats de l'hôpital de Kati qui sont signataires du préavis. Donc il est normal que ceux qui ne se sentent pas concernés viennent travailler. Nous avons des échos de l'hôpital dermatologique de Bamako également où c'est vraiment totalement suivi. Donc c'est ce que nous pouvons vous dire par rapport à l'effectivité de la grève. Non, le service minimum, comme son nom l'indique, c'est vraiment un service minimum. Même le personnel qui l'assure se considère comme étant en grève. Mais la loi nous fait obligation d'être là, au moins pour les malades qui sont déjà hospitalisés, et ne pas les abandonner. Le syndicat de la santé, c'est différent des autres syndicats. Donc c'est important. Et donc tout ce qui est urgent, c'est-à-dire l'urgence est déterminée par les médecins. C'est-à-dire quand quelqu'un arrive et quand on sait que si aucun acte n'est posé, sa vie peut, son intégrité physique peut prendre un coup. Donc il est obligatoire de lui apporter secours. Donc c'est ce que nous faisons. Mais hormis ces cas, tous ceux qui viennent pour des rendez-vous classiques, pour de petites choses entre guillemets, ne sont hélas pas prises en compte. Pour ceux qui vous suivent sur Liberté TV ont suivi que ce mouvement a commencé d'abord dans quelques structures de santé. En octobre, Gabriel Touré a observé 72 heures de grève. En novembre, nous avons observé 96 heures de grève. De décembre à janvier, nous avons observé 10 jours de grève. Mais c'est suite à tout cela que finalement nous nous sommes dit que l'union faisant la force, il fallait se mettre ensemble. Voilà pourquoi ça concerne aujourd'hui les CHU et hôpitaux de Bamako et de Kati. Maintenant, à l'issue de ces 10 jours, si vraiment il n'y a toujours pas de satisfaction, je pense qu'on va contacter nos camarades qui sont à l'intérieur, dans les régions, dans les cercles et un peu partout sur toute l'étendue du territoire national, parce que nous estimons que nos revendications sont légitimes et que ce n'est pas de la mer à boire pour des dirigeants qui se soucient du bonheur de son peuple. Jimé Kanté, membre du syndicat des CHU et hôpitaux de Bamako et Kati, lance un cri de détresse aux autorités de la transition. Un appel aux autorités, nous leur demandons de regarder ce personnel. Nous avons perdu malheureusement beaucoup de camarades suite à Ebola, suite à coronavirus et suite à beaucoup d'autres contaminations dans les structures de santé, du fait que l'équipement que nous utilisons n'est pas approprié et le fait que nous travaillons dans un environnement très sale, très dégradé, très détérioré, et nous attrapons des maladies que nous transmettons ensuite à nos épouses, à nos époux, à nos enfants. Nous leur demandons d'assainir les hôpitaux. 61 ans d'indépendance
de donner finalement aux Maliens une structure digne de nom, capable de soigner ceux qui n'ont pas les moyens d'être évacués ou d'aller se faire soigner à l'étranger. C'est vraiment une prière de penser à la souffrance des Maliens. Et le personnel de santé, nous les invitons vraiment à travailler consciencieusement avec professionnalisme. Et nous sommes certains que ce que nous demandons aujourd'hui, si seulement la moitié était satisfait, ça va contribuer beaucoup à soulager cette population. Notons qu'au passage de notre équipe de reportage au CHU Gabriel Touré, la grève est suivie à 100%. Seul le service minimum est assuré pour s'occuper des urgences. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur LTV.